il y a un homme qui a passé plus de 33 ans en prison pour un crime qu'il n'a peut-être jamais commis. Cette fameuse nuit là, du 10 novembre 1992, juste un peu après minuit, Denis Lemieux et François Leblanc, deux trafiquants de drogue bien connus et amis de Daniel Jolivet, et deux femmes, Nathalie Beauregard et Catherine Morin, amies des deux trafiquants, sont sauvagement assassinés dans un immeuble à condo de la rue Saint-Laurent à Brossard, à Montréal. À l'époque, l'affaire est présentée comme un règlement de compte lié au trafic de drogue. Daniel Jolivet est reconnu coupable des 4 meurtres, mais la grande partie de la preuve repose sur la parole d'un ex-policier devenu criminel, informateur puis délateur, Claude Riendeau. Remarquez les noms, c'est important parce que c'est une histoire complexe. Fait que ce policier-là, ou ex-policier-là, qui est criminel, dit aux policiers qu'il rencontre avoir reçu des confidences incriminantes de Daniel Jolivet. Mais Jolivet, lui, il a toujours proclamé son innocence. Je vais vous raconter son histoire. Après 33 ans derrière les barreaux, Jolivet obtient enfin une libération provisoire. On aurait pu, là, c'est 33 ans après que le DPCP a reconnu pendant l'examen de son dossier qu'il pouvait peut-être avoir été victime là, d'une erreur judiciaire. Allô? Seigneur! Puis aujourd'hui, l'affaire connaît tout un revirement. Un nouveau procès a été ordonné en juillet 2026. Ça fait pas longtemps, là. Mais selon Philippe Jaénada, qui a écrit plusieurs livres sur la problématique complexe là, des erreurs judiciaires, il ne s'agirait pas tout à fait d'une erreur judiciaire commise de bonne foi. Oh non, mais bien d'une condamnation dirigée contre un innocent bien précis qui se trouve à être Daniel Jolivet. Pauvre monsieur. Mais ça n'a pas de bon sens, je vous le dis. Ce qui l'aurait rendu vulnérable, là, c'est son passé criminel, puis ses mauvaises fréquentations. Mais Jolivet, lui, depuis 92, là, qui dit haut et fort qu'il est innocent. C'est pas lui qui a tué ces 4 personnes-là. Le 10 novembre 1992, 2 de ses amis étaient quand même morts là-dedans. Il avait déclaré, et je le cite, « Je n'aurais jamais fait ça. Je suis pas un violent. Oui, j'ai un dossier criminel, mais j'ai toujours commis des vols, du recel ou de la fraude, moi. Mon dossier parle de lui-même. J'ai été arrêté 2 fois pour possession de cannabis et pour avoir fumé des joints. Hey, je n'ai jamais commis d'acte de violence de toute ma vie. Et là, on m'accuse de meurtre. » Au fil de son histoire, on va constater là, qu'il y a eu en effet un ensemble de faits qui s'entremêlent pas mal. Remarquez les noms. Puis, tous ces faits-là ont l'air plus ou moins trafiqués, tellement qu'on sera forcés tous ensemble de s'interroger sur les intérêts que pouvaient bien avoir certains acteurs du système de justice pénale et criminelle dans cette affaire-là. Mais, traite là, moi je me demande pourquoi protéger d'autres meurtriers présumés qui ne sont que des criminels comme Claude Riendeau ou du même genre là, que Daniel Jolivet. Pourquoi lui plutôt que Claude Riendeau, l'ex-policier criminel, là, informateur puis délateur? En tout cas, je suis certaine que vous autres aussi, là, vous vous êtes posé la même question. Pourquoi accuser Daniel Jolivet de ses meurtres, puis pas Claude Riendeau, qui est un ex-policier et criminel? On va essayer de répondre à ça ensemble, là, à cette question-là, en s'appuyant sur les faits établis par l'enquête policière, sur les procédures judiciaires, puis avec les milliers de documents versés au dossier. En tout cas, c'est le fondement même du plaidoyer qu'on nous présente. Tu sais, il faut se demander, là, c'est qui, dans les corps policiers, qui aurait eu intérêt à protéger des présumés meurtriers plus que d'autres. On va commencer par quelques éléments que, selon moi, vont vous permettre de soulever des hypothèses pour éclairer ce dossier-là. Donc, pour débuter, juste un peu avant les meurtres. Il y a un signalement d'un vol d'une cargaison de 200 sécheuses et lave-vaisselle. Jusque-là, ça va. Ça s'est terminé en queue de poisson. Claude Riendeau, l'ex-policier, là, puis son complice, Gérard Bourgade, se font arrêter. Là, Ils se font pogner les culottes à terre, puis
ils se font arrêter par les policiers Kerouac et Octo du service de police de la ville de Montréal. Kerouac et Octo. Le 5 novembre 1992. C'est seulement 5 jours avant les meurtres. Gérard Bourgade, le complice de l'ex-policier, il est appelé, lui, à comparaître après son arrestation, mais pas l'ex-policier Claude Riendeau. Déjà là, on se pose la question, pourquoi Bourgade puis pas Riendeau? Donc, Bourgade comparaît, puis rapidement, il est libéré sans condition. Même s'il venait de se faire arrêter là, au volant d'un char sans permis de conduire. En plus d'être en libération conditionnelle lors du vol. Là. Ah oui, c'est grave. Encore là. À mes yeux, il y a de quoi qui marche pas là-dedans. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais le hic dans cette affaire-là, c'est que Denis Lemieux, là, un des 2 trafiquants tués, il venait juste, lui, d'investir 8 000 $ avec les 2 voleurs, Claude là, puis Bourgade. Mais la veille de se faire tuer, soit le 9 novembre de 1992, il leur avait fait savoir là, qu'il voulait récupérer son argent au plus vite. Il avait donné 8 000 $ pour participer, puis là, il voulait son argent. Puis en même temps, Claude Riendeau, puis un autre homme qui s'appelle Paul-André Saint-Pierre, s'engage dans des transactions de cocaïne en passant une commande à François Leblanc qui travaille justement avec Denis Lemieux, qui est le 2e trafiquant. Si je récapitule, pour bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de noms là-dedans, Denis Lemieux, François Leblanc, c'est les 2 trafiquants de drogue. OK? Eux autres ils ont été tués le 2 novembre 1992. Ils sont les amis de Daniel Jolivet, qui a passé 33 ans en prison. Ensuite, on a l'ex-policier, Claude Riendeau, qui est devenu criminel, puis délateur, puis tout ça, avec ses 2 complices, Gérard Bourgade, puis Paul-André Saint-Pierre, qui sont tous des criminels. S'ajoute à ça les 2 policiers là, qui les ont arrêtés durant le vol, Kerouac et Octo. OK? Le 5 novembre, là, que c'est arrivé, 5 jours avant les meurtres du 10 novembre. Denis Lemieux, trafiquant, avait investi 8 000 $ avec eux. Mais un jour avant d'être tué, il avait avisé là, qu'il voulait récupérer son argent, puis vite à part de ça. Après ça, on a le Paul-André Saint-Pierre, puis le Claude Riendeau, l'ex-policier, qui achète 2 kg de cocaïne à François Leblanc, le 2e trafiquant, avec Denis Lemieux. En fin de soirée, Paul-André Saint-Pierre se retrouve donc avec 68 000 $ de cocaïne là, entre les mains. Vers 8 heures le matin des meurtres, Riendeau, lui, l'ancien policier, appelle Kerouac, le policier qui l'avait arrêté 5 jours avant là, pour le vol. À 18 heures, le même jour, Kerouac et Octo, les 2 policiers qui ont arrêté les voleurs, le rencontrent, l'ex-policier, dans le stationnement du restaurant Le Beefsteak à Boucherville. Il faut savoir là, que ce restaurant-là n'est pas du tout dans leur juridiction. Ils auraient discuté tous les 3 près d'1 heure. Claude Riendeau, l'ex-policier, dit aux 2 agents que c'est Daniel Jolivet qui est le meurtrier. Ben oui, il dit ça de même, lui. Pas longtemps après ça, il deviendra un témoin délateur. Ben oui, au procès de Daniel Jolivet. Les meurtres des 2 trafiquants de drogue, là, Denis puis François Leblanc, aura rapporté au minimum là, 68 000 $ de cocaïne, plus le 8 000 $ que Denis avait investi puis qu'il voulait récupérer. Ça fait une dette effacée, ça. Ouais, là, en plus de l'argent volé sur place pendant les meurtres. Paul-André Saint-Pierre, lui, va être condamné à 12 ans de prison. Juste après là, que Daniel Jolivet a été condamné, lui, à perpétuité pour 2 meurtres prémédités. Donc, le monsieur Saint-Pierre, il a été condamné pour 12 ans pour complicité, là, pour 2 meurtres prémédités, mais Daniel Jolivet, lui, prison à perpète. Mais là, moi, je me demande pourquoi les policiers Kerouac et Octo là, ont libéré Claude Riendeau, qui venait juste de se faire prendre là, à voler. Puis pas de permis de conduire, puis l'ont laissé aller, il n'a pas comparu, rien.
Puis l'autre, oui, hein? Bourgade, là. On peut logiquement penser que c'était pour protéger une source. Là, il n'était pas source encore. Hey, au détriment de la vérité, hein, puis de la justice, ça, là. Quant au procureur de la Couronne, remarquez son nom, Jacques Pottier. Lui, il avait enfin là, une cause d'envergure, hein? Une cause qu'il devait absolument remporter. Il va choisir d'ignorer le récent arrêt Stinchcombe de 1991. Je vais l'écrire en bas là, parce que c'est dur à dire. Qui rappelle pourtant une règle fondamentale. Le procureur de la Couronne a l'obligation de remettre à la défense l'ensemble de la preuve recueillie par les policiers et les autres autorités, qu'elles soient favorables à l'accusation ou à la défense. Mais il va cacher volontairement plusieurs déclarations, dont celle de Gérard Bourgade, celui qui s'est fait arrêter avec Claude, là, hein, puis Paul-André Saint-Pierre. Donc, il cache ces déclarations-là. En plus des 2 déclarations de Nicole Lalonde, c'est une autre dame, qui soulève des contradictions par rapport à leur témoignage à eux deux, parce qu'elle corrobore les dires de Daniel Jolivet, le monsieur qui a fait 33 ans de prison. Non seulement il cache des déclarations, mais en plus, il ment et induit le tribunal en erreur en prétendant qu'il a appris l'existence là, du témoignage de Mme Nicole Lalonde qu'à la toute dernière minute du procès. Ce qui est totalement faux, parce qu'il avait convoqué lui-même Nicole à l'enquête préliminaire, 14 mois avant le procès. Mais il ne l'avait pas auditionné. Parmi les autres éléments de preuve qui auraient été cachés, on retrouve entre autres toutes les notes de filature, ainsi que les renseignements recueillis par les policiers auprès du bijoutier Georges Bossé. Toutes ces informations confirment que Daniel Jolivet ne pouvait pas avoir commis les meurtres aux heures avancées par Claude Riendeau, aux 2 policiers là, dans le stationnement du resto à Brossard. Puis, ça termine pas là, l'histoire. S'ajoute à ça l'analyse détaillée des appels téléphoniques entre les différentes personnes impliquées dans l'affaire. Le procureur, Jacques Pottier, réussira aussi à obtenir de Paul-André Saint-Pierre, co-accusé de Daniel Jolivet, qu'il devienne lui aussi délateur lors du procès, laissant Jolivet tout seul, là, à la dernière minute, devant le jury. Ouais, ça sentait pas bon tout ça. Il y a encore plus étrange. Le dossier de Daniel Jolivet, que le procureur de la Couronne, là, Jacques Pottier, avait en sa possession, a été détruit en 1998. Écoutez bien ça. Hey, qui est entre la décision de la Cour d'appel qui a ordonné un nouveau procès et l'audition devant la Cour suprême en 2000. Le procureur l'a détruit, malgré l'obligation légale de le conserver pendant 7 ans après le dernier jugement, puis de le conserver pendant 30 ans en vertu de la loi sur les archives. Hey, qu'est-ce qu'on doit en comprendre maintenant? Le comportement du procureur de la Couronne est de toute évidence inadéquat. Il a agi pour ses intérêts personnels, malgré son obligation d'agir avec équité telle que définie par la jurisprudence dès 1954. C'est dans un arrêt célèbre et très souvent cité là, qui dit que le rôle du poursuivant exclut toute notion de gain ou de perte de cause. Il doit s'acquitter d'un devoir public et dans la vie civile, aucun autre rôle ne comporte une plus grande responsabilité personnelle. Le poursuivant doit s'acquitter de sa tâche d'une façon efficace avec un sens profond de la dignité, de la gravité et de la justice des procédures judiciaires. Il ne doit pas tant chercher là, à obtenir un verdict de culpabilité qu'à assister le juge et le jury pour que la justice la plus complète soit rendue dans l'affaire. La modération et l'impartialité doivent toujours être les caractéristiques de sa conduite devant le tribunal. Un procureur remplit pleinement son devoir lorsqu'il présente la preuve au jury avec objectivité, sans faire appel là, aux émotions, ni dépasser ce que la preuve démontre réellement. C'est comme ça qu'il s'acquitte de son rôle et à l'abri de tout reproche.
Dans sa recherche de documents, Daniel Jolivet s'adresse à la Sûreté du Québec, partie prenante de l'enquête policière. La SQ est tenue de respecter l'arrêt Stinchcomb. Elle lui transmet finalement une partie du dossier en 2007, mais n'en transmet pas l'intégralité, alors qu'elle en découvre d'autres éléments encore en janvier 2016, soit 24 ans après le début de l'affaire. Quel est l'intérêt de la SQ de ne pas dévoiler l'entièreté de la preuve qu'elle détient? J'aimerais bien ça, moi, le savoir, en tout cas. Pour vous autres, on doit se demander qui, là, au ministère de la Sécurité publique et du ministère de la Justice, protège la SQ? Pourquoi on ne lui ordonne pas, là, de respecter la loi et la jurisprudence? Les faits étant de notoriété publique, on peut jusqu'ici avancer là, des hypothèses qui se retrouvent malheureusement dans de nombreux cas similaires. Après avoir épuisé tous les recours judiciaires disponibles, Daniel Jolivet s'est adressé au groupe de révision des condamnations criminelles du ministère de la Justice du Canada en 2005. Il doit démontrer que les nouvelles preuves inconnues à l'époque du procès auraient éventuellement mené à un autre verdict. C'est alors que le groupe de révision des condamnations criminelles demande copie du dossier de Daniel Jolivet au ministère public, c'est-à-dire au procureur général Jacques Pottier. Et que là, le DPCP, il n'y a pas d'autre choix que d'officialiser la disparition du dossier de Jolivet. Le 20 février 2007, le groupe de révision prétend n'avoir jamais fait de demande du dossier auprès du DPCP. Il nie évidemment avoir reçu aussi toute réponse, alors que c'est totalement faux, et rejette la demande de révision de Jolivet le 24 septembre 2007. Ce refus n'empêche pas Daniel Jolivet de poursuivre ses démarches, j'espère bien. Finalement, une nouvelle demande peut être soumise au groupe de révision en septembre 2016. Le 20 novembre 2019, ce groupe de révision rejette encore une fois la demande de M. Jolivet. Mais comment le groupe de révision a pu évaluer le respect de l'arrêt Stinchcomb, qui impose au procureur de divulguer l'entièreté de la preuve qu'il détient, puis d'établir la bonne foi du procureur Jacques Pottier en l'absence du dossier? Comment il a fait ça, ce groupe-là? Souvenez-vous, il avait été détruit, là. Les deux rapports du groupe de révision de 2007 et de 2019 sont essentiellement identiques dans leur approche et leur méthodologie. Ils considèrent chacune des preuves séparément pour les rejeter l'une après l'autre. C'est tout à fait l'approche qu'avaient empruntée les cours d'appel qui ont révisé les affaires Taillefer et Duguay en 2001. C'est une approche dénoncée par la Cour suprême, ça, en 2003. La Cour d'appel a commis une erreur méthodologique fondamentale lorsqu'elle a procédé à une analyse éclatée ou particularisée plutôt que globale de la nouvelle preuve afin d'évaluer son impact sur le procès. La Cour d'appel a également commis des erreurs dans son évaluation de l'effet de non-divulgation sur l'équité globale du procès. Mais quel serait l'intérêt du groupe de révision à mentir, à commettre des erreurs de fait dans ses rapports, à ne pas tenir compte de la jurisprudence de la Cour suprême, puis ensuite à rejeter systématiquement les demandes de révision de M. Jolivet, alors que les preuves présentées sont accablantes vis-à-vis de la thèse du procureur de la Couronne, Jacques Pottier. Comme on vient de le constater dans l'affaire Jolivet, ça montre bien que des intérêts personnels et institutionnels sont toujours en cause dans une affaire de justice criminelle, mais parfois, ils prennent directement ou indirectement une tangente nettement politique par un aveuglement volontaire dont sont responsables les différents ministres de la Justice. N'oublions pas que la seule province qui n'a pas eu d'enquête publique sur le phénomène des erreurs judiciaires, c'est le Québec. Comme ça,
Certaines affaires se heurtent à des fins de non-recevoir par les tribunaux et ou les instances politiques parce qu'elles soulèvent des enjeux préoccupants de justice fondamentale et d'éthique mettant en cause des policiers, des procureurs de la couronne, comme M. Jacques Potier, potentiellement des juges aussi, ainsi que des hauts fonctionnaires des ministères de la justice provinciale et fédérale, et éventuellement des ministres. Rappelons qu'un certain M. Jean Chrétien, ex-premier ministre du Canada, écrivait alors qu'il était ministre de la Justice, et je le cite, « Afin d'assurer l'égalité de traitement et le respect de l'obligation de rendre des comptes, ce principe souligne le besoin de formuler et d'imposer des mécanismes de surveillance appropriés et surtout efficaces des pouvoirs discrétionnaires exercés par les personnes chargées de l'administration de la justice pénale aux étapes critiques du processus. Cette surveillance devrait avoir été mise en place, mais nous attendons toujours que les responsables, les policiers, les procureurs et les hauts fonctionnaires soient imputables de leurs gestes et à tout le moins qu'ils soient imputables quand ils contreviennent aux lois et à la jurisprudence. Pour ce faire, il faut une volonté politique dont nous déplorons l'absence de manifestation. » Son collègue, maître John Timchick, a agi de la même manière dans l'affaire Taillefer-Duguay en 1990. Après 15 années de démarche, 11 années de pénitencier, Billy Taillefer avait été acquitté. Il ne témoignera même pas parce qu'il est considéré comme un menteur par le même procureur, M. Jacques Potier. Il sera finalement accusé de complicité après les faits, on parle toujours de M. Taillefer, et a obtenu une peine réduite de 12 ans de pénitencier. Les personnes qui ont épuisé leurs différents droits d'appel peuvent demander que leur déclaration de culpabilité soit examinée. À l'automne 2025, la Couronne a avoué que Daniel Jolivet n'avait probablement pas eu droit à un procès juste et équitable. Mais pourquoi donc? Puis une juge a ordonné sa libération sous condition. 2 avocats du projet Innocence Québec se sont portés garants pour M. Jolivet. Depuis l'automne 2025, il était en attente de la décision finale du ministre de la Justice, Sean Fraser. Puis, 19 décembre 2025, Daniel Jolivet est ressorti du même palais de justice qu'il avait condamné à la prison à vie, 33 ans avant. L'homme de 68 ans maintenant était en prison depuis 1992 pour les meurtres de 2 trafiquants de drogue et de 2 jeunes femmes abattues lors d'un supposé règlement de compte à Brossard. Le 17 juillet de cette année 2026, il y a un revirement majeur qui se produit. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, ordonne un nouveau procès. Il confirme avoir des motifs raisonnables de conclure qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite sur la personne de Daniel Jolivet, à qui on n'a jamais accordé de libération conditionnelle pendant plus de 30 ans, justement parce qu'il se disait toujours non coupable. Tu n'as pas le droit à la libération conditionnelle quand tu proclames ton innocence. Ses avocats ont monté un dossier pour prouver qu'il était en fait la victime d'une possible erreur judiciaire. Comment un homme peut-il perdre 33 ans de sa vie sur la parole d'un témoin aussi controversé qu'un ex-policier devenu criminel comme Claude Riendeau? Il faut savoir, les amis, qu'un nouveau procès ne constitue pas encore un acquittement. Mais s'il maintient son innocence, le dossier judiciaire n'est pas terminé. Après tout ce qu'on vient de voir, on pourrait penser que la Cour suprême allait finalement ordonner un nouveau procès, mais non. En l'an 2000, la Cour suprême du Canada reconnaît bel et bien que le juge du procès a commis une erreur. Mais pourquoi? Parce que le procureur de la Couronne, Jacques Potier, avait annoncé devant le jury qu'un témoin important
qui s'appelle Gérard Bourgade, celui qui avait fait le vol avec Claude Riendeau à prime abord, allait venir confirmer une partie essentielle de la preuve, qui devait corroborer, j'imagine, le témoignage de Riendeau. Finalement, ce témoin ne témoignera jamais. La défense, elle, voulait simplement dire au jury Vous voyez, on nous avait promis une preuve importante. mais elle n'a jamais été présentée. La Cour suprême dira que la défense avait parfaitement le droit de faire ce commentaire. Le juge du procès n'aurait jamais dû l'en empêcher. Là-dessus, la Cour suprême est très claire. Mais c'est ici que tout bascule. Les juges ajoutent aussi Oui, il y a eu une erreur commise, là, bien sûr, mais selon nous, cette erreur-là n'aurait probablement pas changé le verdict du jury. qu'est-ce qu'il y en sait, là? Autrement dit, même si la défense avait pu souligner l'absence de Gérard Bourgade, le complice de Riendeau, la Cour suprême estime que Daniel Jolivet aurait probablement été déclaré coupable quand même. Le résultat de ça, c'est que la condamnation a été maintenue et Daniel Jolivet est retourné en prison et il y a resté pendant plus de 25 ans. C'est juste finalement en 2025, puis en 2026, après la découverte de nombreux autres éléments, que le ministère fédéral de la Justice conclura qu'il existe maintenant des motifs raisonnables de croire qu'une erreur judiciaire s'est probablement produite. Comme quoi une erreur reconnue par un tribunal n'entraîne pas automatiquement un nouveau procès. Il aurait été condamné à vie, le monsieur, puis il aurait fait 25 ans, là. Je pense que il l'a fait, là, après 33 ans. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Puis dans cette affaire-là, ce sont peut-être justement toutes les autres pièces du casse-tête réunies au fil des années qui ont fini par faire pencher la balance de ce procès. Je vais vous tenir au courant là-dessus parce que ça approche.